Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bon, t'en as pensé quoi de ce combat de BSD ? Ah putain, c'était pas notre BSD là. Ses performances n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. Clairement, on a vu un BSD diminuer. Ça fait de la peine en vrai. Ça fait de la peine, et toi ? Ben, pareil que toi, en tant que supporter, ça te fait vraiment de la peine déjà. Et puis oui, t'as raison, c'est plus du tout le même, quoi. Mais déjà, le combat d'avant, déjà, je trouve que son combat précédent, c'était déjà pas lui, quoi. Enfin, même s'il était il était quand même déjà un peu plus combatif. Là, franchement, il s'est fait des... Ah bah quand même, le premier round, Ouais. le premier round de Poirier, s'il nous fait le même premier round face à Moïcano, il détruit Moïcano. C'est clair. C'est clair. Mais, Bah là, tu sens que dans la tête, mais il là- était pas trop là, quoi. mais en plus, il était malade contre Poirier. Tu vois, il avait un staff. Mm. Enfin, il sortait d'un staff ou je sais pas quoi. Donc, il était sous antibio, le type. Ouais. Donc, non, mais là il y a ça. Et puis, ce que j'ai relevé aussi, j'ai fait le... En fait, on voit bien le contraste entre l'aide apportée par ses coachs et l'aide apportée par le coach de Nassourdine. Tu vois, les ajustements techniques qui ont été apportés au combat de Nassourdine sont bien largement au-dessus. En fait, c'est juste des ajustements normaux. En fait, c'est un comportement normal pour un coach. Là, après, de toute façon, je suis pas à leur place, mais on peut les comprendre aussi. Les mecs, ils n'ont pas l'expérience de coach à ce niveau-là. Et je pense qu'ils ont été sous le choc, en fait. Ils ont vu Benoît se faire démonter. Donc, ouais, c'est l'émotionnel qui a pris le dessus et ça a pris le dessus largement sur la tactique. Mais Bah, ouais. ils en parlaient dans la fine équipe là, avec Cyril Diabaté et Daniel Voirin. Ils ont parlé du fait qu'eux ils sentent qu'il a régressé. C'est-à-dire ils sentent déjà que face à Poirier il avait régressé, mais que là il a encore régressé davantage. C'est-à-dire il perd en niveau, quoi. Et puis eux ils ont identifié qu'il a un vrai problème de... Bah ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un vrai problème de coaching, quoi. Il a 2 head coach alors que normalement t'en as qu'un seul. Et ça, c'est un problème, en fait. Et puis, c'est le podcast que tu m'as envoyé, là, où effectivement, il est retourné dans un petit club, de Toulouse ou de Bayonne. Bref, je pense qu'il a fait des très mauvais choix stratégiques. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il fait pas des bons choix stratégiques pour sa carrière. ouais, bah, vraisemblablement, là, le coaching n'est pas gagnant. Et on le voit bien. Enfin, tu sais, quand il entame le combat, il a pas la niaque. Franchement, quand j'ai regardé en fait, je me suis fait spoiler, tu vois, j'ai regardé le lendemain et j'ai vu la vidéo qui durait 20 minutes. Donc je savais que ça allait pas durer longtemps. Et quand j'ai vu l'entame du combat, donc quand j'ai vu BSD s'approcher de Moïcano, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est pas la victoire aujourd'hui. C'était sûr, tu vois. Parce que, et t'as vu ce qu'il dit Voirin dans la fine équipe, Moïcano, enfin pas Moïcano, Bonfim, qui s'est fait en fait rouler dessus par Benoît. Non, c'était pas Bonfim, c'était Moïse. Ah non, peut-être Bonfim, bref. Il avait fait 4 rondes avec Makhachev. Donc, Donc c'est un mec costaud, quoi. ouais, non, mais Benoît, il est costaud, il est solide, il y a rien à dire, ça c'est. Mais là, il y a un truc qui. Peut-être qu'il a pas l'envie, je sais pas. Non, mais je pense qu'on a bien résumé. Et puis dans la fine équipe avant, à nous, ils avaient encore mieux résumé. C'est qu'effectivement, il a des super qualités physiques, mentales, même techniquement, normalement, il est bon. Mais là, il est mal accompagné, il est mal coaché, et il a fait des mauvais choix stratégiques.
c'est vrai que normalement, dans une carrière de... Enfin, tu regardes tous les grands combattants dans leur carrière, normalement, quand ils commencent à percer, ils partent aux États-Unis, ils partent en Russie, ils partent en Écosse, ils partent dans des pays où il y a du gros sparring bien dur. Et là, lui, il fait le choix d'aller dans le sud-ouest. J'imagine que c'est pour des raisons familiales, hein, de toute façon. Il doit avoir ses raisons, mais c'est vrai que déjà, déjà, tu vois, globalement, en France, c'est surtout à Paris que tout se passe et c'est à Paris qu'il y a tout. Donc dès que tu veux vraiment performer dans un domaine, Paris, ça reste quand même inévitable. Mais alors là, non seulement il est même pas à Paris, il est vraiment dans le sud-ouest, quoi. Donc, enfin, c'est pareil. Ouais, il y a un vrai problème, je pense, de stratégie. Et puis dans le podcast que tu m'as envoyé, il parle aussi de la stratégie de communication, où même là, tu sens qu'au niveau communication, il est pas bon, quoi. Il était très bon au début, comment dire, il avait une niche de supporters, il avait vraiment identifié sa cible, etc. Et c'était, marketingment parlant, c'était très fort, même si je pense que dans le fond, c'était ses vraies convictions, quoi, tu vois, c'était même pas une stratégie marketing, et là, même au niveau communication, tu sens qu'il fait n'importe quoi. Là, je l'ai vu il y a 2 jours chez Mouloud Achour, il n'y a aucune cohérence, aucune stratégie. Ouais, je pense vraiment qu'il est mal accompagné et que c'est l'entourage le problème. Après, bon, tu dois avoir 50 000 analyses possibles, mais moi je crois vraiment en celle-ci, c'est qu'il est mal coaché, mal accompagné à tout niveau, quoi. Marketing, même purement sportif, je pense qu'il y a un problème. Ouais, sportivement et en termes de communication, c'est vrai que c'est pas optimal du tout. Et on le voit, oui. C'est comme quoi, hein, la communication et le marketing, c'est quand même. Mais de toute façon, je pense que tout est lié. Tout est lié, tout est interconnecté. Et comme disait Voirin là, dans la fine équipe, les proches ont un putain d'impact sur les comportements du combattant. Et voilà. Donc on espère qu'on va le revoir en tête d'affiche et qui va s'imposer sur ses prochains combats. Mais voilà, hein, on va voir. De toute façon, on soutient PSD tous les jours. Hein. Peu importe ce qui se passe. Mais c'est vrai que là... Bah, moi j'ai envie de te dire, le problème c'est que là, sa stratégie de communication, elle me plaît plus. Donc je t'avoue que même s'il avait gagné, tu vois, je suis pas du genre à arrêter de suivre un mec parce qu'il perd. Mais franchement... tu vois, Moïcano derrière qui fait une grosse punchline à Macron, etc. Ça me fait kiffer, tu vois. Et là, BSD, il n'y a plus trop de trucs qui me font kiffer. Je trouve, enfin moi, je fais partie des gens qui se sont sentis un peu trahis par sa stratégie de communication et par tous ces reniements récents là. Et le mec, il va faire une interview chez Libération. Enfin, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Donc moi, je t'avoue que je me reconnais moi. Après, on pourrait dire que c'est parce qu'il a perdu et ça y est, les gens le lâchent parce qu'il perd, mais non, franchement, c'est surtout, j'aimais bien, te rappelles, on en avait parlé dans un épisode. Moi, j'avais dit que j'aimais bien le fait que c'était un personnage de théâtre, dans une pièce de théâtre. T'as le black qui a fait de la tôle, t'as le black brillant, t'as le mec, le petit blanc de un peu bourgeois, puis t'as le petit blanc un peu guerrier, ancien militaire. Enfin, tu vois, chacun a ses petites caractéristiques et tout. Et lui, au début, il avait un personnage qui était trop bien. Et là, en fait, juste pour passer chez Mouloud Achour et dans Libération, le mec, il a changé complètement son perso. Donc, ouais, moi, je t'avoue que là, ça m'a saoulé un petit peu. Ah, je comprends ton point de vue maintenant. Moi, je suis peut-être un peu plus dans l'empathie. Je comprends que c'est des erreurs c'est des erreurs de stratégie, de communication. Effectivement, là, qu'il aille faire un article dans Libération. Tout ça, tu vois, il y a 2 façons de le voir, je pense. Il y a l'extra sportif, donc tout ce qui est communication, les réseaux, où t'as quand même un poids, tu vois, il y a une influence. Tu vois, dans tous les médias mainstream, là, bon voilà, tu vois la ligne éditoriale, t'as compris que tu pouvais pas être trop dissident ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, moi je lui en veux pas trop. Il est jeune, le mec en fait,
il sort de l'armée, tu vois, force spéciale, donc déjà gros respect, peu importe les choix qu'il va faire derrière. Le mec, bon voilà. Et, euh, et ensuite, donc le mec n'avait jamais connu cet aspect-là, marketing, communication. Il a été propulsé dans l'organisation la plus importante de MMA en l'espace de quoi 2 ans. Mec, c'est rien. Donc forcément, en 2 ans, il s'attire la fame, l'argent, et, euh, et il n'est pas tout seul. Enfin, il est jeune, et en plus il est jeune. Donc tu vois, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je suis forcément déçu, mais toujours fan. Ouais, mais c'est des erreurs. D'accord, ok. Non, mais j'entends. Hein, non, mais moi, de toute façon, big respect. En fait, là, on parle de ça, mais il a un parcours que j'aurais a priori jamais sportivement et militairement. Donc déjà, big. Non, non, mais moi, énorme respect. Après, je parle vraiment plus. Comme je te disais la dernière fois dans un épisode, quand je suis et je supporte un mec, j'ai besoin qu'il me fasse kiffer aussi dans sa communication et qu'il y a un vrai personnage, quoi. Si c'est moi, après, en tant que combattant lambda, etc., non, mais énorme respect, et puis en tant que militaire, énorme respect. Mais après, pour que je devienne supporter, il faut vraiment que le mec m'embarque il faut pas juste qu'il fasse son métier, quoi. Il faut que ce soit un vrai personnage. Tu vois, Doumbé, il a un vrai personnage qu'il assume jusqu'au bout. On avait parlé dans un épisode lié au rap, là, on avait parlé de Booba. Enfin, c'est des mecs qui ont des personnages, tu vois, et ils les assument jusqu'au bout. Et je pense que tu peux pas changer 50 fois de personnage en marketing. Tu sais, nous on parle de personal branding. Tu peux pas changer 50 fois de personal branding, quoi. Soit tu passes chez Mouloud Achour et chez Libération et tu fais du Doumbé. Doumbé qui passe chez Mouloud Achour et Libération, moi ça me dérange pas et je le kiffe, tu vois. Par contre, juste BSD, dans le personal branding qui s'était construit, je veux dire, le mec il a Jeanne d'Arc tatoué dans le dos, quoi. Mec, tu nous prends pour qui? Enfin, tu vois, d'aller chez Libération alors que t'as Jeanne d'Arc tatoué dans le dos, et à un moment tu peux pas jouer sur tous les tableaux et c'est pas bon. Ouais, c'est pas. Enfin, moi je trouve que c'est pas. Ça trahit le personnage que t'avais créé au départ, donc du coup tu deviens difficile à suivre. Et à la fin, tu perds toujours. Les mecs qui veulent manger à tous les râteliers, c'est bien connu, ils perdent toujours à la fin. Ils perdent toujours tout le monde à la fin. Il n'y a aucun mec que je connais, célébrité ou trouvement une, qui mange à tous les râteliers et qui à la fin reste populaire pendant 20 ans, tu vois. À la limite, il va rester populaire pendant quelques années, mais pour qu'il reste populaire pendant 20, 30 ans et que ça devienne un vrai personnage mythique, pour moi, tu peux pas manger à tous les râteliers, quoi. Ok. Ouais, c'est compréhensible, hein. Moi, je te dis, je comprends ton point de vue. Maintenant, prochain combat de BSD, du coup, tu vas pas le supporter. Tu vas pas avoir envie qu'il gagne. Tu vois ce que je veux En dire? tant que Français, si, mais je vais pas me hyper je vais pas me hyper, quoi. Parce que clairement, si c'est pour qu'à la fin il lâche un discours de merde ou Vive Macron! non mais voilà, qu'à la fin il aille faire une vidéo YouTube avec Macron, en fait, moi ça me saoule. C'est pas grave, moi il fait ce qu'il veut, et encore une fois, comme tu dis, il fait des erreurs, il est jeune, enfin il fait ce qu'il veut, en fait, je suis personne pour le juger. Mais moi j'irais pas me hyper, quoi. J'irais clairement pas me Ouais, hyper. ouais. Après, Pour moi, ça. je suis toujours dans, tu sais, dans cet esprit de. Il ratisse, tu vois, il ratisse, et je pense qu'il fait quand même du bien, surtout pour les jeunes. Comme tu dis, il a le tatouage de Jeanne d'Arc tatoué. Enfin, je dirais, il est tatoué de Jeanne d'Arc dans le dos. Ça va pas partir, ça, tu vois. C'est ancré en lui. Et, euh, et il peut. Enfin, tu sais, il y a des erreurs de trajectoire parfois. Donc, tu peux. Il n'y a rien d'irréversible pour moi. Pour moi, il n'y a rien d'irréversible dans ce qu'il a fait. Bon, tu sais, peut-être qu'il n'a pas conscience de l'impact euh, de faire une interview dans l'IB, tu vois. Peut-être qu'il n'a pas l'historique de l'IB en tête. Enfin, c'est des trucs. Tu vois, moi, c'est des trucs de. Il y a. Bah, c'est simple, il y a 3 4 ans, j'avais pas du tout conscience que Libération. Enfin, comment dire, du poids et de l'historique de ce journal, tu vois. Donc, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Mec, c'est un coup, il est arrivé dans le game. Je te dis, il s'est fait propulser à l'UFC. Bah, gros. Après, oui, bah, il y a des erreurs tactiques, il y a des trucs. Bah, justement, c'est ce qui fait que moi, si je supporte un mec, c'est que je sais que, je sais pas comment dire, mais imaginons, je sais pas, je suis à l'armée ou même je suis dans une entreprise, pour que je sois vraiment supporter et que je suive un leader,
il faut que je me dise, bah, ce mec va être capable de m'emmener jusqu'au bout et jusqu'à la victoire, et il faut que je croie en lui, quoi, tu vois, il faut qu'il y ait un moment, il y a un truc je crois dans le mec et je me dis que c'est le meilleur, tu vois, donc vas-y, je le suis. Et là, justement, ce qui me fait dire qu'il ira pas loin, c'est que s'il fait des erreurs, s'il multiplie les erreurs stratégiques, et là, il est déjà en fait, il est déjà en train de les payer, il va pas aller loin. En plus, le patron de l'UFC, Joe Rogan, c'est un putain de Trumpiste de ouf, donc en fait... c'est même pas stratégique, même tu vois, juste ça, normalement il est censé le savoir. Donc comme tu dis, toi il y a 3-4 ans, et même moi il y a quelques années, je n'avais aucune idée de ces trucs-là, mais justement, c'est ce qui fait aussi qu'à l'époque, peut-être tout le monde s'en... Tu vois, on n'était pas suivis, nos entreprises elles ne marchaient pas, etc. Ce qui fait qu'à un moment, les gens vont te suivre, c'est parce qu'ils voient que tu es intelligent, que tu es smart. Et lui, justement, là, je trouve qu'il y a une multiplication de conneries qui fait que je crois plus... Enfin, là, il faut vraiment, comme tu dis, il arrête de faire ces erreurs-là, mais je pense pas qu'il soit parti pour le faire, là. Je pense que, comme tu dis, il est parti dans une logique de ratisser. Je pense que tu peux ratisser sans non plus te trahir tes idées. Je sais pas comment dire, mais tu peux ratisser sans pour autant, en restant cohérent quand même, un minimum, quoi. Il faut que ce soit un minimum cohérent. Je pense que tu peux passer sur TF1, tu peux passer... T'es pas obligé d'aller chez Libération, tu vois. T'es pas obligé d'aller chez... Tu vois, c'est ça le truc. T'es pas obligé d'aller chez Libé non plus. Tu peux aller sur TF1, tu peux aller sur truc. T'es pas obligé d'aller chez Macron non plus, tu vois. Je sais pas, il y a plein de trucs possibles autres que d'aller jusque là, tu vois. D'aller sur des trucs d'extrême gauche quand t'as Jeanne d'Arc tatouée dans le dos, je trouve que je vois pas trop la cohérence en fait. Bah, moi, la cohérence que je vois, en tout cas pour Macron, mais je crois que je l'avais déjà dit, c'est juste que le mec, c'est un ancien milouf. Le président de la République, c'est le chef des armées absolues. Donc, je pense que dans son inconscient, c'est toujours son patron, tu vois. Enfin, le président. En fait, c'est pas Macron qui l'a. Je pense pas que ça soit Macron en particulier. Je pense qu'il a rien à foutre de la politique. Et que, en fait, il a appelé son patron au même titre que, je sais pas moi, un John Jones serait épaulé par un Donald Trump. Enfin, peut-être pas John Jones, mais. Bon, bref, je sais pas, tu vois, un Sean Strickland, voilà, un Sean Strickland qui serait épaulé par Donald Trump, bah voilà, t'as un Français, combattant français, qui est épaulé par son président de la République. Je pense qu'il a voulu faire ça comme ça. Après, tu sais, on n'est pas dans leur vie. Il y a ça aussi qui me fait dire que je peux pas avoir un avis ultra tranché, dans le sens où on n'est pas dans leur vie, gros. On ne sait pas ce qu'il a vécu, on ne sait pas comment ça se passe dans son couple, on ne sait pas ce qui se passe au sein de sa salle de sport. Enfin, tu sais, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête aussi, par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, par contre, ce qui est sûr, et c'est là où je te rejoins, c'est que bah, forcément, tu prends un peu de recul, tu vois. Là, dans le sens où, oui, je vais le supporter au prochain événement, mais je vais moins m'investir émotionnellement, donc tu as raison, et je vais moins me hyper, c'est sûr, parce que forcément déçu. Et là, je te rejoins à 100% par contre. Ouais. Ben, ouais, non, non, mais après, là, moi, c'est là où je te dis, je le juge pas, donc, comme tu dis, il a certainement ses raisons. Mais par contre, j'explique pourquoi est-ce que, par contre, je vais pas le supporter et devenir un aficionados de ouf, quoi. Parce que franchement, pour devenir un supporter et vraiment que le mec, ça devienne dans mes top 10 idoles, il faut que, bah justement, moi j'aime bien les mecs engagés, qui ont un avis, qui ont une opinion. Tu vois, on parlait de rappeurs, moi c'est Booba, là-dessus je kiffe parce qu'il a une opinion sur tout et il s'en fout, tu vois, de déplaire. Et tu vois, quand Doumbé Baïsangour, j'avais été plus pour Baïsangour parce que je trouvais justement qu'il était plus. Tu vois, je me retrouvais mieux au niveau des valeurs, de travail, de un peu guerrier, le parcours qu'il a eu, le storytelling et tout, tu vois. Alors que Doumbé me fait beaucoup rire, mais il y avait plein de trucs chez Doumbé qui me saoulaient. Le mec, ça fait 3 ans qu'il est converti à l'islam, mais il en parle de partout. Très value signaling et tout, donc ouais, moi j'ai quand même besoin que le mec soit engagé, tu vois, pour suivre les mecs, il faut qu'ils aient un avis tranché et qu'ils osent le porter en public, quoi. Ouais, non, mais ouais, je te rejoins là-dessus. Je le suis, tu vois, donc ouais, je vais quand même le supporter, mais par contre, gros détachement émotionnel. Par exemple, ouais, je vais beaucoup plus me hyper sur d'autres Français qui ont une ligne. Ouais, en fait, ouais, c'est la grosse déception, en fait. C'est... Et d'ailleurs, t'as vu. Maintenant, Pardon.
Ouais, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, et d'ailleurs, t'as vu Fares Ziam, du coup, pour parler de trucs positifs. Ouais, j'ai vu ça avec Anaël. C'était. Ouais, bah c'est bien, bah, de toute façon, il mérite, lui. Tu vois, lui, c'est un méritant. Voilà, il est là, il casse les couilles à personne, il fait son miel, il arrive, il offre un pot de miel à tout le monde avant l'événement, il mange son miel et l'autre, il graille son genou. Magnifique! Magnifique, Oh, Fares! le genou, la Ah, violence du genou, elle est incroyable. La violence du genou! Mais en plus, attends, parce que franchement, là, il faut en parler. Fares, pourquoi il a continué de le taper au sol, tu vois? Enfin, je veux dire, mec, tu lui as mis un genou de l'espace, sa mâchoire, elle est partie à l'autre bout de la scène, et le mec, il continue gauche-droite en plein sol, en plein dans sa terrine. Bon, c'est le MMA. Et du coup, bah si, on sait pourquoi il a fait ça, finalement. C'est pour le... Mec, Dana White, il a vu ça, il a dit, ah, ok, ok, du sang, ok, il en veut. Mais ouais, putain, il régale. Puis ils sont en mode robot, je pense qu'ils sont en mode tant que l'arbitre m'a pas stoppé, il faut que je m'attraque en fait. Je pense qu'ils sont, tu sais, ils sont en mode automate. Le mec tombe, bam bam bam, tant que l'arbitre m'arrête pas, j'y vais quoi. Parce que imagine, le mec tombe, tu te dis c'est bon, j'ai gagné, et puis en fait le mec se relève. Et puis je crois qu'en plus, les arbitres, si le mec fait que tomber, l'arbitre il arrête pas, c'est pas comme en boxe, tu sais, en boxe le mec tombe, là on arrête, mais UFC du coup le mec tombe, il arrête pas, c'est quand il arrête que quand il voit que tu mets 3 à 4 coups et que le mec se défend plus, là il arrête, donc mais c'est peut-être mal fait du coup, parce que c'est dangereux, ouais, c'est méga dangereux. Non, mais en fait, je pense pas. C'est quand l'arbitre il intervient quand l'autre est hors combat. Et parce qu'on t'a déjà vu des combats où le mec justement s'arrête. C'est pour ça que je te dis ça. Il y a plein de combattants qui mettent KO un mec et qui vont pas derrière le. Mais c'est moins. Tu vois, pourquoi il a fait ça pour marquer le coup. Puis je pense aussi que bon, mec, il en avait jusque-là de ne pas finir ses adversaires. Ouais. Là, il a mis un genou du turfu, il s'est dit, allez, je m'en fous. Enfin, tu sais, voilà, oui, il y a un aspect... Mais il y a des combattants qui mettent KO et qui touchent plus, tu vois. Mais, Ok. Ah ouais, je pensais que c'était vraiment pour que l'arbitre arrête le combat et être sûr de gagner, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi que ces autres combats, ils étaient plus timides, quoi. Là, c'était une victoire franche. J'espère qu'il a eu Fight of the Night, parce que clairement, pour moi, c'est le KO de la soirée. Ou peut-être justement Moïcano, en plus, vu ce qu'il a dit après le combat, peut-être que. Comment il s'appelle le CEO de l'UFC. Dana White. Ouais, peut-être que Dana White a kiffé. Je sais pas si t'as regardé qui était Fight of the Night, du coup. Bah, je pense Faresiam. Hein. Bah, j'espère, hein, franchement. Faresiam, parce que l'autre, c'est arrêt du médecin. Ouais, remarque, arrêt du médecin. Attends. Fight of the Night, UFC Paris. Et t'as kiffé Charrière? Ouais, bah Charrière, bah là si je devais les classer, bah vas-y on fait les combats préférés. Oh putain, c'est incroyable. Ouais donc ce passage. alors numéro 1, du coup bah Charrière parce que le timing est magnifique, tu sais timing à la Conor. Je Ouais. crois que c'était une sortie de clinch ou un truc comme ça. Pac, même pas fort, même pas fort. C'était pas un coup de l'espace hein. C'était juste à la pointe du menton, c'était laser. Il lui a mis un crochet laser. Et ouais, c'est magnifique. Magnifique. Ouais, Ah ouais. Charrière et Ziam. Bah, d'abord, forcément, Ziam. Hein, Ouais, forcément, il on a est fait un d'accord, truc de Ziam fou. en premier. Hein. Ouais. Ah oui, c'est spectaculaire en plus. Ouais. Le mec sort. Non, ouais. Ensuite, Charrière, quand même. Je suis d'accord. Et ensuite, Moïcano, bien sûr. Moïcano, moi, c'est vraiment la punchline à la fin. Le mec, qui fait son discours à la fin, Ouais. c'est mythique, quoi. C'est incroyable. Putain, le mec. C'est. Ouais, j'ai jeté un œil à sa reco de lecture, là. C'était Hans Hermann, je crois. Ok. Qui parlait de... Bah, c'est peut-être un livre à lire, tu vois, pour le coup. Ouais, ça avait l'air bien. Le titre, c'est comment la démocratie a tué Dieu ou comment la démocratie est une nouvelle religion ou un truc comme ça. Ok. Ah, ça doit être intéressant, ça. Ouais, ça peut être stylé. Ah, il y a eu 2 bonus. Il y a eu bonus Ok. pour Morgan Charrière et pour Fares Ziam. Oh là là, 50 Morgan 000 que des bonus. Hein. 50 000 euros chacun. Ouais, Morgan, mais en même temps, il fait du bon taf, hein, putain. C'est hyper propre à chaque fois. Hein.
Faut qu'il change sa coupe. Faut qu'il change sa coupe. Ça, c'est purement Pourquoi c'est purement mon opinion. Mais bah, parce que moi, c'est pareil, ça. Je peux pas supporter un mec qui a une coupe comme ça. Ah bon? Non, j'aime pas. Les cheveux de couleur, là, on se croirait. On dirait Paul Pogba au mondial. Là, non, il faut arrêter. Bon, les Mais cheveux. c'est un noir, il peut se permettre. Ça devrait se permettre, ouais, c'est possible. Ouais, je suis pas fan. Bien sûr, Je suis pas fan. bien sûr. Et j'aimerais bien voir le combat de Joshua parce qu'apparemment il a perdu et c'était un très très beau combat aussi. J'ai pas vu Ah encore. ouais, je t'avais envoyé le lien Bah ouais, je sais. des highlights. Ouais. J'ai pas vu encore. Ouais. Bah ouais, c'était. Je te conseille de le regarder parce que. Trop dur pour lui. Et c'est qui mince, l'autre mec de la team oh là là, de la team de Gann, de Cyril Gann, c'est pas Mendy ou comment il Fernand s'appelle? Lopez, Ouais, de la team Fernand Gomis. Lopez. Comment? Gomis. Gomis, ouais, Gomis. Gomis. Et bah franchement, j'ai kiffé son combat. Ouais. C'est Bah, surtout que l'autre, c'était un tueur à gage. ouais. Donc en fait, il a fait un truc de fou. Ouais. Personne s'attendait à ce qu'il lui tienne tête autant. Et je pense que c'est en cela qu'il a remporté un petit peu les faveurs du jury. Ouais. Parce que C'était limite, hein. Ouais. tout le monde s'attendait à ce que le Brito, là, il lui roule dessus. C'est vrai que Jusqu'à la pesée, là, il vient, il lui tire le bras. C'est vrai que si c'était pas à Paris, il aurait peut-être pas gagné le combat, quoi. Ouais, je sais pas. Après, ouais, je sais pas. Techniquement, j'avoue que là, j'ai pas tous les éléments, mais en tout cas. Ça aurait mérité Bon, c'était un- ça aurait alors, mérité un j'ai match pas- nul presque. Ouais, mais j'ai trouvé ce combat chiant, moi. Je vais dire la vérité. Ah ouais? Ah ça allait, ça va. Bah, ouais, il y avait beaucoup de. Le premier round était chiant. Si. Ouais, le premier round particulièrement, il était très très chiant. Ouais. Je trouve après les deux autres Ok. ça allait, mais en fait, Hmm. je l'avais déjà vu combattre une ou deux fois, Gomis, et j'étais pas emballé. Et là, du coup, j'ai kiffé le combat parce que je l'ai trouvé vraiment vraiment bon à tout niveau, quoi, à tous les niveaux de sol, de boxe, de lutte. Enfin, je trouve qu'il était vraiment complet. Donc, C'est un mec, ouais. tu le soumets pas. Tu le soumets pas, Ouais, ouais. Gomis. Tu peux lui faire toutes les guillotines que tu veux. Le mec, il doit avoir, je sais pas. Ce que je disais là, il doit avoir une capacité de. Tu sais, le mec, il peut rester en apnée, je sais pas. Mais à chaque fois, les mecs essayent de le soumettre, ils y arrivent pas. Ah, il fatigue pas. Donc, c'est pour ça que c'est chiant, parce que du coup, ils passent leur ronde au sol. L'autre, il essaye de le soumettre, ça fonctionne pas. Donc, au final, ouais, c'est un peu relou. Là, je t'avoue que c'est pour Un ça peu que je suis gros. content qu'il y ait eu UFC Paris parce que tu vois, là j'ai kiffé. Je kiffe parce qu'il y a des Français, Ouais. mais c'est vrai que tu vois, sinon à chaque fois tu m'envoies plein de trucs UFC, je regarde pas trop et finalement tous les autres UFC, tu vois, en fait le dernier UFC que j'ai regardé c'était UFC Paris aussi. Mais je prends énormément de plaisir à regarder, mais parce qu'il y a des Français quoi. Sinon c'est vrai que j'ai pas, tu vois. J'ai pas regardé. Ouais. Sinon, c'est vrai que je trouve que c'est long et chiant. Mais là, vu que c'était des Français, j'ai kiffé. Du coup. Bah, ça dépend les. En fait, à chaque fois que je t'envoie des combats, c'est des combats intéressants. Ok. Je t'envoie pas des combats chiants. Ok. Il faut que je regarde alors. Mais ouais, faut que tu regardes du coup. Mais ouais. Là, samedi par exemple, il y a Pereira contre Rantry. C'est des mi-lourds. Mec, ça va cogner, c'est sûr qu'il y en a un qui va tomber. Enfin, c'est du spectacle. Moi, j'aime bien pour le spectacle. Ça m'intéresse de me hyper là-dessus. Et puis, ouais, c'est divertissant en fait. C'est Ah ouais. pour ça que je regarde ça. Samedi matin, j'ai mon petit lien, je regarde mes petits combats, je vois 2-3 KO et c'est fini, tu vois. C'est. Je sais pas ce que ça m'apporte, tu vois. Ce serait intéressant de réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça m'apporte de regarder des mecs se mettre dessus et je sais pas. Mais c'est vrai que ça m'encourage à aller m'entraîner déjà. Oui, ça te chauffe pour aller à l'entraînement la semaine d'après, Puis c'est d'aller à la boxe. spectaculaire. Et puis c'est spectaculaire. C'est Ouais. spectaculaire. Bah, c'est le jeu du cirque. Spectaculaire. C'est le jeu du cirque. Hein. Mais du coup, pour revenir sur le Ouais, c'est coaching, divertissement pur. Ouais, c'est Divertissement divertissement. pur. Mm. Parce que j'en retire aucun bénéfice. Je pense pas que d'un point de vue mental, ça change quelque chose, tu vois. Peut-être ça contribue à la rusticité, à, je sais pas, une certaine. Comment dire?
une certaine résilience par rapport à la violence, des choses comme ça, je sais pas. C'est inspirant quand même parce que alors moi c'est pour ça du coup que je regarde les Français parce que vu que je connais leur parcours un minimum vu que j'ai un peu le background c'est inspirant parce que tu te dis Farazia, moi je me souviens de son tout premier combat à l'UFC, tu te dis le mec, le chemin qu'il a fait, la persévérance. Morgan Charrière, je le suivais déjà quand il était au, c'était pas le PFL, il était au quoi lui, il était au KSW je crois. Cage Warrior, ouais. Donc tu vois le parcours, BSD du coup tu vois, mine de rien c'est inspirant aussi parce que tu te rends compte de ce que c'est de faire des erreurs stratégiques importantes. Et puis même, ouais, je trouve que moi ça m'inspire de voir l'évolution des mecs, comment est-ce qu'ils s'endurcissent, comment est-ce qu'ils réagissent après une défaite. Je trouve que c'est méga inspirant en fait. Ouais, puis, alors tu vois, ouais, pour revenir sur Benoît, ce que je trouvais malin au début, c'est que c'est un des rares Français à parler couramment anglais, enfin en tout cas à maîtriser la langue. Morgan aussi, Et, il a parlé bien anglais, je crois. Ah, Il a bien Morgan, parlé là. anglais, ouais. Ah, Morgan aussi. Ouais. Tu vois, c'est un truc déjà ça. Tu vois, t'es combattant en français, tu vas à l'UFC, mais gros, mais prends. En fait, tu dois t'entraîner sur deux aspects. Donc le combat et ensuite forcément l'anglais. Mm. Gros, en plus, t'as la thune, tu payes un prof d'anglais, gros, tu deviens bilingue en quoi? En 2 mois? Oh, peut-être pas 2 mois. Bah, déjà, il y en Bah, a si qui t'as ont un du niveau. mal il y en a déjà qui ont du mal à parler français. Donc bon, Si t'as un niveau B1, ça doit se faire, tu vois. oui, Ça doit se faire. oui. Au pire, tu l'apprends Un par cœur, ton minimum, pitch de fin de voilà, t'as match. fait l'école, t'as eu ton bac. Au pire, t'apprends Mais grave, mais grave. le pitch par cœur. Si t'as gagné, si t'as perdu. Non, parce que quand t'as perdu, t'as pas de pitch à faire. Donc, ouais, quand t'as gagné, t'apprends Y a un pas pitch de par pitch, cœur ouais. de 15 phrases, et puis voilà, hein, finito pipo. Carrément. Mais carrément. Mm. Carrément. Et ouais, je voulais dire. Tu vois, mine de rien, là, moi, ce que je trouve super cool, c'est qu'on a quand même 2 grosses teams UFC en France avec des coachs, des bons coachs. C'est la team Voirin et la team Lopez, justement. On peut leur reprocher plein de trucs, hein, mais n'empêche que on a 2 vraies écoles pour emmener à l'UFC, quoi. 2 vraies passerelles pour emmener à l'UFC, et ça fait plaisir, je trouve. Parce que depuis la création Ouais. de l'UFC, t'avais pas ça, et après, bah, quand est venu Ngannou, bah, t'as eu la team Lopez qui a commencé à se créer, et puis là aujourd'hui t'as la team Voirin, c'est cool. Franchement, je trouve ça super que t'aies deux institutions un petit peu comme ça. Et puis t'as la team de Saladin Parnasse, alors eux ils sont pas à l'UFC du coup, mais j'ai l'impression qu'ils sont Ouais. quand même performants pour. Après, je sais pas si c'est que lui, il Ouais, faut ils voir sont- s'ils arrivent à faire émerger d'autres stars que Ils lui. sont en quoi. Pologne. Et puis il faut voir s'ils arrivent à faire émerger d'autres stars que Saladin Parnasse, parce que Voirin, il Bah, a justement, coaché là, il y a- plusieurs personnes, et Lopez aussi. Il Quoi. y a Varela. Il y a Saladin contre Varela. C'est un autre Français de la team de. Je pense de la Hatch Academy ou un truc comme ça, si je me trompe pas. Et du coup, ils combattent. Bah, je crois que c'est ce week-end d'ailleurs, ou le week-end prochain. Ils combattent. Donc, il y aura une rencontre franco-française au KSW, donc l'organisation polonaise là. Ouais, mais alors moi, tu vois, par rapport à Voirin, j'ai quand même une question. Pourquoi, mec, tu fais pas ta salle? Tu sais, en plus, c'est une des raisons pour lesquelles ton poulain s'est cassé. Mec, fais ta salle. Pourquoi tu fais pas une salle? Non, mais je veux dire, c'est un facteur. Non, mais c'est un facteur limitant. En vrai, Je suis s'il désolé. avait sa salle, il faudrait qu'il la fasse à Paris. Et dans tous les cas, BSD ne serait pas resté. Donc c'est une fausse. Enfin, c'est pas. Je pense que Non, c'est pas mais la vraie c'est raison, pas, quoi. c'est pas pour. Non, mais c'est pas pour. Tu vois, dire que c'est de la faute de Voirin. C'est pas ça. Et je dis juste que ça devrait lui mettre la puce à l'oreille. Tu vois, tous les grands coachs ont des salles. Mec, fais une salle. Bah, regarde, vu qu'il coach pas forcément des Français, avoir sa salle, ça l'enfermerait sur des Français, quoi. Et sachant que lui, il a pas Mais là, du il a tout que des envie, Français, là. sachant que lui, actuellement, ouais, mais je veux dire, jusqu'ici, à part depuis là 3-4 ans, il avait pas du tout que des Français, et du coup, il était amené à coacher dans d'autres pays. Déjà, et puis deuxièmement, il aime pas du tout le côté amateur, et aujourd'hui, bah, si tu as envie de faire vivre un club, il faut quand même faire de l'amateur, et il a pas du tout envie de faire ça, et je le comprends, parce que franchement, c'est complètement une autre stratégie. Au contraire, moi je trouve ça
comment dire, je trouve ça bien parce qu'il s'aventure pas sur un truc où il sait pas faire. Tu vois, il se dit pas, bah, je sais coacher des mecs de haut niveau à l'UFC, bah, c'est bon, je vais ouvrir un club et ça va marcher. Alors que c'est pas du tout le même business, c'est pas du tout la même chose, et c'est pas du tout le même métier. Moi, je trouve ça bien qu'ils se disent, bah, moi, je me spécialise à fond sur, j'emmène 3-4 athlètes par an au très haut niveau, et je fais des stages. Et point quoi. Et en fait, il a toujours réussi dans sa carrière sans avoir de club. Donc, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. S'il voulait vraiment créer une école et faire émerger des mecs, je pense qu'effectivement avoir un club ça pourrait l'aider. Mais le problème c'est qu'il faut faire rentrer des amateurs, il faut faire du chiffre d'affaires, en plus, le truc, c'est pas pareil quoi. Ouais, mais gros, non, mais tu vois ce que tu dis, il aime pas le côté commercial. C'est pas vraiment la vérité vu qu'il organise des stages. Donc au final, il fait des stages. Il est obligé de mettre les mains. Enfin, il n'a pas le choix. Et C'est puis ils moins, sont tous pareils. c'est enfin. moins enfermant quand même. Tu fais des stages quand tu veux, avec Oui. des dates, dans des pays différents. T'as moins de contraintes. Un club H24, tu deviens chef d'entreprise d'un truc physique. En fait, c'est ça, c'est un peu le débat qu'on avait eu, tu sais, sur les business physiques et tout. Lui, là, aujourd'hui, il a un Ouais. business qui est pas physique du tout, il va où il veut, il est nomade. Je comprends. Bah, du coup, moi qui ai vraiment une peur un peu du business physique et de s'enfermer dans un endroit, on avait eu ce débat tous les deux. Moi, je comprends du coup son point de vue. Tu vois, il veut rester un peu flex, nomade, pas s'enfermer dans un club avec une rentabilité à gérer, être H24 présent pour gérer des merdes et tout. Moi, Non, mais je comprends. comprends, mais regarde, à l'instar de Benoît qui devrait s'entraîner avec des compétiteurs de haut niveau et qui devrait en fait se mettre dans le moule des combattants de sa trempe, bah mec, le coach Voirin, lui aussi, il devrait faire comme tous les grands coachs, donc se mettre dans un endroit fixe et entraîner ses mecs. Pourquoi? Parce que en fait, c'est juste que ça rajoute de la friction à l'entraînement de tes gars. Regarde. Là, bah oui, la meuf de BSD ou je sais pas quoi, ou lui-même, il voulait partir je sais pas où, bah, ça a été un argument en plus, tu vois, à la liste d'arguments qu'il a dû avoir en face de lui, pour qu'il se casse de Paris, tu vois. Et je pense que ça va lui arriver encore, parce que bah, après, tes combattants, ils sont volatiles. En tout cas, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Ce que je peux dire, là, ce qu'on peut dire et ce qu'on peut affirmer, c'est que tous les grands coachs ont des salles et sont basés dans des salles, tu vois. Regarde, comment il s'appelle Diabaté, c'est pareil. Diabaté, il est à sa salle. Et il coach les mecs qui évoluent dans des organisations qui sont un peu en dessous de l'UFC, mais bon, il a des mecs au Bellator, il a un mec au PFL, autre comme ça. T'as Ou totalement alors raison. qui s'associe avec Diabaté, tu vois. Non, mais t'as totalement raison que tous les grands coachs ont leur salle, ça je te rejoins. C'est juste, c'est factuel, t'as raison. Après, du coup, moi je le comprends et je pense qu'il préfère être limité, comme tu dis, de temps en temps rencontrer un petit obstacle d'un mec qui veut pas à cause de ça, mais qui préfère ça pour son confort de vie, et ça je le rejoins à 2000%, quoi, franchement. Parce que t'as l'avantage, c'est comme tu dis, et encore, tu me dis, l'avantage c'est que tu fidéliserais mieux. Tu vois, Diabaté et Voirin, ils en parlent bien, et je pense que c'est pas les seuls à en parler. Les athlètes sont quand même très volatiles et pas du tout attachés à un coach, et voilà. Donc je sais même pas si ça les fidéliserait tant que ça, mais imaginons que ça les fidélise à 5-10% de plus. Toutes les contraintes lui, que ça lui rajouterait à côté qu'il a pas forcément peut-être envie d'avoir, et que moi par exemple j'aurais pas envie d'avoir. Du coup, je le comprends. Mais t'as raison, je pense que clairement, c'est un frein parfois, ça doit être un frein, ouais, c'est clair. Mais je comprends, tu vois, le pourquoi il a pas envie. Je comprends. Mais surtout que là, avec sa renommée, bon, il fait le club Voirin, il aurait pas de mal à trouver des partenariats, il aurait pas de mal à trouver des clients, enfin... À la limite, là où je te rejoins, c'est qu'il faudrait qu'il le fasse, mais pas en France. Moi, comme je t'ai dit, j'ai un vrai problème avec la France aujourd'hui pour créer un business physique. Je pense qu'à la limite, là où je te rejoins à 2000%, il devrait faire comme Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, je crois c'est lui, je crois, qui gère un club en Pologne, je sais plus où, en Hongrie, bref, je sais plus. À la limite, ouais, tu le fais dans un autre pays où le coût du loyer du truc est beaucoup moins cher, où les impôts sont beaucoup moins élevés, où l'État vient pas te faire chier tous les mois avec URSSAF, CFE, cotisation sociale, des trucs qui t'absorbent ton chiffre d'affaires. Et en plus, peut-être que... voilà. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi qu'à la limite, s'il devait le faire... Mais s'il devait le faire, je pense que dans son mindset, il faudrait qu'il le fasse, mais dans un autre pays, quoi.
Ouais, toi, tu penses vraiment à tout ce qui est administratif, Ah ouais. les taxes. C'est vraiment un cancer, ça, pour les structures en France. Ouais. Mais regarde la difficulté qu'ont les clubs de fitness à survivre. Et même, ouais, mais même toutes les boîtes. En fait, toutes les boîtes physiques, elles ont en France, elles douillent sévère. Et je pense qu'on pourra essayer de trouver des invités qui pourront venir nous en parler. Ouais, c'est vraiment le truc très compliqué. À la limite, les petites structures, les petites structures un peu souples, un peu hybrides, un peu, voilà, dans le coaching sportif, les studios de coaching et tout, ça, ok, parce que c'est un peu. C'est petit, tu vois, c'est flex, t'as pas besoin de 50 milliards d'adhérents, euh, tu mets un prix élevé, haut de gamme, t'as un positionnement haut de gamme, ok. Mais, ou même, tu vois, en boxe à Lyon, t'as Cassius. Bon, après, je sais pas du tout s'ils sont rentables et quels chiffres ils font, mais c'est voilà, un petit club dans un endroit un peu hype. Pourquoi pas, mais ouais, les grosses structures, les grosses usines, je sais pas, ça me paraît compliqué, ouais. Ou en tout cas, beaucoup de contraintes de lifestyle, tu vois. L'équilibre vie perso, vie d'entreprise, très compliqué. Moi, c'est mon truc à moi, c'est mon truc. Après, peut-être que d'autres kiffent, hein. Mais Voirin, je pense qu'il a plus cet état d'esprit-là, quoi. Je pense, hein. Ouais, mais c'est sûr, Ouais. c'est sûr. Mais j'aimerais quand même lui reposer la question ou que quelqu'un lui repose la question, peut-être à l'occasion. Ils font des lives maintenant, Ouais, ils se régalent. Ils ont compris que c'était plus rentable. Ça m'a fumé parce que j'ai vu passer le premier live, il y a eu pas mal de dons, ils ont fait direct, ils ont fait un deuxième live, ils m'ont tué. Pour débriefer l'UFC, ils sont tous réunis, ça me tue. Putain, Fred, il a dû leur dire, oh les gars, vas-y, on va faire que des lives maintenant. Franchement, ils régalent, ils régalent. Non, non, ils sont très bons, hein, franchement. Et puis c'est pertinent, ils ont de l'expérience. Ouais, non, non, c'est hyper intéressant. Et, ouais. Et Diabaté, je vois même pas trop qui il a comme combattant. Enfin, je m'y connais pas assez en MMA après, hein. Je suis pas non plus un expert. À chaque fois, il parle de mecs, mais c'est plus lui des pros, mais dans peut-être 2-3 catégories en dessous. Il en a plein, par contre, il y en a beaucoup, j'ai l'impression. Mais Il a beaucoup d'amateurs aussi, j'ai l'impression. Ouais, il a beaucoup d'amateurs aussi. Ouais. Il a beaucoup d'amateurs, et puis il a 2-3 mecs dans des organisations comme le Bellator, le PFL, mais il n'a pas de grands noms en tout cas. Ou alors de grands noms, en tout cas connus du grand public MMA, tu vois. Ça risque d'arriver. Juste petite parenthèse aussi sur les 2 combattants de l'ARES. Donc l'ARES, c'est quand même l'organisation française qui est donnée et montrée un petit peu comme le tremplin vers l'UFC. Et donc on a Virgil Hogan et Axel Sola, qui sont des champions. Donc Virgil Hogan, il est à 80 kg. C'est une bête. Et Axel Sola, qui est aussi champion, lightweight. Donc eux, à surveiller de près. Tu vois, il a recombattu récemment. C'est 2 mecs du Sud que je suis pas mal. Et c'est des purs produits du MMA. Tu vois, eux, ils sont nés avec le MMA. Donc ils ont un style de combat qui est agréable à regarder. Bah, un peu comme Baki, tu vois. Baki, magnifique. Baki qui va faire sa revanche du coup contre Doumbé, pense... est-ce que j'ai compris? Eh ouais, ça j'en étais sûr. C'était sûr, ça a généré trop d'argent. C'est clair. C'est quand? Il y a une date qui est sortie ou pas? Non, je sais pas. Non, je suis pas au courant. Mais apparemment, tout se fait sur Twitter et puis ils font un peu à la hype, tu vois. Ils font monter les enchères. Voilà, ils font monter les enchères. Mais là, je crois que Doumbé est blessé. Il n'y a pas de date. Je sais pas si c'est d'actualité. Non, il n'y a pas de date. Et il y a Ngannou qui va recombattre du coup. Ouais, il combat quand lui? 19 octobre. Ah, c'est bientôt, hein. Ouais. Ça m'intéresse parce que lui, alors tu vois, bah, pour le coup, Ngannou, engagé, ouais. Couillu, le mec, il a fait un bras d'honneur à l'UFC. Lui, je kiffe, tu vois, parce qu'il a un vrai opinion, il a des vraies convictions. Le mec, il a lutté pour qu'il y ait plus de paye pour les combattants.
Puis même, il est zen, tu vois, il est bienveillant, et c'est marrant parce qu'il arrive à avoir des avis super engagés et à mettre des grands bras d'honneur, mais tout en étant poli, respectueux. C'est juste la classe, quoi. Ouais, et puis en faisant des millions. Ouais, bah, comme tu l'as dit, hein, tu vois, ça paye d'être droit dans ses bottes et de rester sur sa ligne. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Là, Ngannou, putain, bah, c'est un Camerounais, donc si tu veux, putain, il régale. Il régale, Ngannou. Ouais, t'as raison. J'espère qu'il va gagner, là. Ouais. J'espère qu'il va gagner. Franchement, j'ai vu son adversaire. Ça casse pas des briques, hein. À mon avis, il va lui rouler dessus, j'espère. Plus le pauvre, là, il a perdu son fils. J'ai vu l'interview chez Mboudachour qu'il a donné. Ouais, putain. C'est chaud, hein. Il avait quel âge, son fils ? Je sais pas. Je sais pas, mais il était jeune. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est chaud. Bah, il va combattre avec la rage au ventre. L'ami Ngannou. Ok, bon, bah super. Écoute, on va faire, ce sera l'épisode React UFC Paris, quoi. Voilà, qui sortira du coup dans 2-3 mois. C'est parfait. Ouais, tu peux le monter en prio à la limite et on le diffusera. On le diffuse la semaine pro au pire. Hein. Si on a envie. On fait ce qu'on veut, comme tu as dit, c'est notre podcast. Ouais. Si on veut en parler lors de l'UFC 4, on en parlera. C'est clair. On vous a même pas dit bonjour, donc on vous dit bonjour et puis on vous dit au revoir. On vous dit à jeudi prochain. Et puis on vous dit à bientôt, partagez, likez et prenez soin de vous. Salut, à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.